Thank you, everyone. Are we on? Est-ce que nous y sommes? Almost there? Presque. We're there. Nous y sommes. Okay. Bien. So, thanks Alors, to, merci the au duo of, de Jacob Jacob Dvorak Dvorak and et Sam Sam Barnett. Barnett They just qui set ont the stage planté for le the décor the pour next le episode prochain of this épisode de ce Semin Bar. Semin Bar. And it's a pleasure Et for c'est un me to plaisir pour moi welcome d'accueillir Robert Waterman, que je connais depuis assez longtemps. Et je me suis dit que j'allais d'abord tenter de résumer brièvement les raisons pour lesquelles j'ai trouvé approprié d'inviter quelqu'un qui n'est clairement pas un scientifique pur et dur comme nous sommes habitués à en voir dans ce contexte. Donc, juste pour vous en faire un résumé très bref, j'aimerais décrire en quelques mots pour un public non scientifique ce qu'est cette initiative que nous avons à Bâle appelée le National Competence Center in Research, le Centre national de compétences de recherche. Et pour tenter de l'expliquer aux profanes, j'aimerais prendre l'exemple de deux séries télévisées des années 70 appelées L'homme qui valait 3 milliards et La femme bionique. Ce sont des séries au sujet de personnages qui, après un accident, ont été, on pourrait dire, reconstruites à partir de morceaux artificiels qu'on appelle prothèses. Et on y voit donc la perspective qu'avaient les années 70 de ce que peuvent faire les prothèses pour améliorer la qualité de vie. Et on pourrait dire que ceci est la meilleure description possible de ce que fait le NCCR en ingénierie de systèmes moléculaires. Si on regarde la première prothèse jamais découverte, c'est cet orteil en bois qui a été découvert et analysé à l'université de Bâle et qui date du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et en 2016, nous avons atteint le stade où nous pouvons créer un système moléculaire et l'injecter dans un patient, par exemple pour réguler son taux d'insuline. Alternativement, nous utilisons la thérapie par les virus pour restaurer la vision chez les personnes qui sont devenues aveugles. Et ça, c'est ce qu'on appelle des prothèses moléculaires ou prothèses cellulaires. Et si vous commencez à réfléchir aux implications éthiques de cette activité, j'aimerais mentionner juste une autre addition récente au NCCR, ce qu'on appelle les organoïdes. On peut maintenant, en partant d'une cellule souche, faire pousser une partie de cerveau. Et ensuite, si vous prenez ce cerveau humain et si vous le mettez dans une souris, vous pouvez commencer à vous poser la question à quel moment émerge la conscience et est-ce que cette souris est partiellement humaine ou non. Donc, cela m'amène à la question suivante qui est qu'est-ce que la conscience? Est-ce que la conscience influence l'expérimentateur, c'est-à-dire si vous avez par exemple, appelons cela un niveau supérieur de conscience, est-ce que cela va influencer la façon dont vous faites une catalyse ou une expérience en général? Et ça, c'est une question à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés en tant que scientifiques. Donc ça, c'est une question clé qui remonte à la période des alchimistes et qui est comment la personne qui fait l'expérience influence le résultat de l'expérience. Vous êtes au laboratoire et vous vous demandez si vous allez ajouter 2 ou 2,5 millilitres d'une solution à une réaction, cela pourrait avoir un effet majeur sur le résultat. Et à nouveau, on peut appeler cela l'intuition ou quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a clairement une influence de la personne qui accomplit l'expérience. Et à nouveau, vous savez, j'ai été amené à croire que le niveau de conscience a une influence directe sur la façon dont on fait de la recherche et sur la façon dont on vit sa vie quotidienne. Donc c'est pour cela que je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir avec nous Robert Waterman, et ceci n'est qu'un résumé des résultats obtenus par le NCCR. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le mentionner, mais c'est un vrai plaisir d'avoir Robert Waterman ici. Je le connais depuis près de 20 ans et il a été un enseignant pour moi, notamment de méditation, et régulièrement, il m'amène une question qui me fait littéralement tomber de ma chaise. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager cela avec certaines personnes qui croient vraiment que la méditation et le changement de conscience que l'on peut atteindre par divers moyens, par exemple la méditation, le chant, la course, la prise de LSD ou selon ce qui vous convient. Mais au bout du compte, je pense que la méditation est peut-être
être le meilleur moyen d'atteindre ces états modifiés et altérés de conscience. Donc, pour résumer le parcours de Robert Waterman, il a un master de sociologie et un doctorat en éducation et conseil. Et puisqu'il n'arrivait pas vraiment à entrer dans une boîte, il a décidé de fonder sa propre université. Donc, il a fondé Southwestern College dans les années 70 et il propose des programmes de doctorat. Et une chose qu'il a mis sur pied, c'est un cursus de master consacré au leadership transformationnel. Et j'aimerais que beaucoup de nos leaders suivent ce genre-là de conseils. Est-ce qu'on peut transformer nos collègues, nos collaborateurs pour qu'ils deviennent de meilleurs scientifiques ou de meilleurs politiciens ou autre chose? Donc, je le répète, il a de multiples facettes. Il est également thérapeute certifié en santé mentale. Et ce soir, c'est vraiment une expérience. L'idée, c'est d'étudier comment nous pouvons influencer notre façon de percevoir la conscience et comment cela peut influencer la science. Donc, j'aimerais souligner une chose, c'est que Robert Waterman aime parler à un public silencieux. Donc, si vous avez des choses à dire, gardez-les pour la fin. Il y aura des questions. Et si vous êtes mécontent, je vous suggère de quitter la salle. Et qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Voyons voir. Ah oui, il y aura un atelier pour n'importe qui se sent convaincu ou intéressé à discuter plus en profondeur de ces différentes thématiques. Il y aura un atelier demain, vous pourrez vous inscrire ici. Et si vous vous retrouvez à ne plus comprendre ce qu'il dit, je vous suggère de regarder ses mains. Et vous savez, quand je l'écoute parler, pour moi, quand je regarde ses mains, c'est comme s'il faisait de la chimie. Il transfère des substances d'une fiole à une autre, il mélange, c'est vraiment totalement fascinant. Bref, donc sans plus attendre, je vous invite à accueillir Robert Waterman. Merci beaucoup. Eh bien, quand Dr. Ward m'a proposé cette idée au départ, que je donne une conférence à ce groupe, c'était très intimidant. Il ne m'était jamais venu à l'esprit même d'imaginer cela dans un sens. Et donc, vous savez, c'est comme si nous avions chacun notre silo pour travailler. Et moi, je suis dans un silo différent de celui de la plupart d'entre vous, probablement depuis un moment déjà. Et dans mon silo à moi, le laboratoire, il est dedans. Il est intérieur. Et donc, j'y ai passé pas mal de temps dans ce laboratoire. Et ce que j'ai découvert, c'est que, en grande partie, la meilleure terminologie pour décrire certaines des choses que j'expérimentais et découvrais se trouvait dans un autre silo, celui de la science de la matière. Et dans son introduction, dans ce que Dr. Ward nous a dit, certaines des choses qu'il a mentionnées sont vraiment à l'avant-garde et absolument passionnantes. Ceux et celles d'entre vous qui travaillez ici, c'est fascinant. Vous êtes vraiment privilégiés, car vous posez des questions fascinantes. Je pense que, juste pour donner le ton, je vais relire la citation d'Albert Einstein qui figurait dans le descriptif de la conférence, dans l'idée de poser le cadre. N'importe qui de sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers, un esprit largement supérieur à celui d'un homme, et en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. Donc, je me sens humble en étant avec vous ce soir, parce que ma
présence ici est une preuve de l'élan, de l'état d'esprit qui est le moteur de votre vie et qui vous a fait choisir ce chemin de curiosité et d'investigation dans la vie où vous voulez découvrir l'essence des choses. Et j'aimerais suggérer quelque chose ici, et peut-être que je le répéterai à la fin, c'est que dans toutes les recherches que nous faisons, dans tout ce que nous explorons, en réalité, c'est nous-mêmes que nous découvrons. Dans un sens, ce que vous explorez vous reflète. Donc, si nous pouvons nous ouvrir un petit peu plus à l'intérieur, cela nous donne un avantage. Alors, j'aimerais commencer en vous parlant de ma première introduction puissante à ma propre réalité intérieure, car cela m'a orienté en direction d'une certaine façon de considérer la vie. À 19 ans, j'ai participé à une expérience de déprivation sensorielle. J'ai passé 3 jours dans un petit caisson sans lumière ni son. C'était ma première introduction à la méthode scientifique aussi. Et ils nous ont fait faire un test de croyance, un test conceptuel, test d'attitude avant, et après ils nous ont fait refaire le même test. Et ce qu'ils étudiaient, c'était combien la déprivation sensorielle influençait nos processus cognitifs et émotionnels, c'est-à-dire est-ce qu'on perdait l'esprit, est-ce qu'on tombait en miettes, parce qu'ils cherchaient à comprendre comment on s'y était pris pour faire du lavage de cerveau pendant la guerre de Corée. Et ça, bien sûr, ça vous donne une indication sur mon âge. Et ce qui s'est passé, c'est que cette expérience m'a permis de me sentir plus complet. Donc, le contexte de l'expérience, c'était ces mesures avant-après, et il fallait être dans cette pièce sans lumière ni son pendant 3 jours. Et la pièce était maintenue à température ambiante, et l'idée était de perdre de vue ses frontières corporelles, entre autres. Et il n'y avait pas de lumière ni de son, donc c'était ce qu'on pourrait appeler une déconstruction, car dans le fonctionnement normal de notre vie, nous sommes en majorité orientés vers l'extérieur, dans le monde visuel, la lumière réfléchie, les autres gens, les sons, les bruits, et le corps physique est le centre de notre réalité. Une grande partie des pensées et croyances que nous inventons, de nos décisions, sont liées à ce corps, genre qui suis-je, à quoi je ressemble, comment j'apparais, à quel genre j'appartiens, tout cela reflète le fait que nous sommes dans ce corps physique. Et donc, quand on commence à déconstruire cela, on commence à relâcher la matrice de son mental, dans un sens, à la desserrer. Et donc, quand cela se produit, quelque chose de plus profond en vous peut émerger, si vous êtes enclin à cela. Je pense que dans mon groupe, il y avait, je crois, 4 personnes, et je suis la seule personne qui a réussi à faire les 3 jours jusqu'à la fin. Les autres, soit n'ont pas pu supporter le fait d'être aussi longtemps avec eux-mêmes, ou n'ont pas pu tolérer l'éparpillement de leur conscience. Bref, donc après environ, je pense, une journée, bon, on perd de vue le temps, mais tous les sons stridents que j'avais entendus dans ma vie ont traversé ma conscience au départ. Et ça, c'était la seule partie qui faisait peur. Vous savez, des bruits de voitures de pompiers, d'avions, etc. Et après ça, ça a été vraiment silencieux. Et dans ce silence, dans cette quiétude, la seule chose à faire, c'était d'être vraiment présent à soi. Et assez rapidement, au bout de cette première journée, je me suis retrouvé dans une autre dimension, où les objets et les formes, la lumière venait d'eux plutôt que d'être réfléchie par eux. Et les couleurs étaient stupéfiantes. Elles étaient bien plus lumineuses et vibrantes et impressionnantes que les couleurs dans cette dimension-ci. Et il y avait plusieurs couches de cette réalité où les formes étaient différentes, mais la lumière venait toujours des formes plutôt que d'être réfléchie.
Et de temps en temps, je sortais de mon corps et j'allais survoler mon quartier. J'imagine que j'avais 19 ans, je m'ennuyais de chez moi. Alors j'allais chez moi en volant pour vérifier des choses et je revenais. Donc cela a duré pendant... Et c'était vraiment clair que ce n'était pas un rêve, parce que c'était exactement comme cette réalité-ci, sauf que c'était différent. S'il faisait noir dans cette pièce et que vous diffusiez tous de la lumière, ça ressemblerait à ça. Et d'ailleurs, cela dit certainement quelque chose à notre sujet qui est plus vrai que... Et cela a commencé à être mesuré. Il est vrai que nous diffusons de la lumière. Et il y a des gens dans d'autres silos qui étudient cela. Donc, cette expérience a eu un impact très profond, dans le sens que, ok, j'ai ma vie physique, et là, il y a aussi cette autre dimension. Et mon expérience, c'était que cette dimension qu'on appellera la quatrième dimension, celle où il y avait les lumières, elle contenait celle-ci. Donc cette dimension-là tenait ou soutenait le corps physique et elle avait à voir avec mon espace, avec le reste de moi. Elle était liée à cela. Et donc, avec cette influence, j'ai poursuivi. Je suis allée à l'université et j'ai consacré la moitié de mon temps à mes études académiques et l'autre moitié à mes études spirituelles pour comprendre ce qu'il en était. Et l'une des choses que j'ai découvertes en chemin, c'était que certaines des métaphores et descriptions qui étaient utilisées en physique quantique et dans d'autres sciences de la matière étaient de meilleures métaphores et descriptions des expériences que je vivais que certaines des descriptions métaphysiques que je pouvais trouver. Récemment, j'ai lu quelques articles au sujet de la matière noire et de l'énergie noire, dont je parlerai un peu plus en détail plus tard, et les astrophysiciens discutent de leur découverte au sujet de sa nature et ils expliquent que la matière noire est la majeure partie de l'énergie et de la matière dans notre univers. Et la raison pour laquelle elle est noire, c'est parce qu'elle n'a pas de charge électrique. C'est-à-dire que dans le monde de la matière, de la lumière réfléchie, les choses ont une charge électrique, ce qui donne la chimie, la structure, la forme. Et donc, c'est un certain genre d'énergie électromagnétique qui tient cette réalité ensemble, alors qu'avec la matière sombre ou cette autre énergie, il y a une autre physique. Et elle a une physique, en tout cas, je l'ai vécue comme étant une physique. Et donc, avec mon expérience de déprivation sensorielle et d'autres choses que je mentionnerai plus tard, cela est clair pour moi que la matière noire, dans un sens, est similaire à cette obscurité qui s'est éclairée dans mon expérience et dans cette autre dimension. Et elle a une certaine tangibilité et une certaine physique où la lumière sort des choses, vient des choses. Et peut-être que c'est en cela que consiste sa physique, d'autres types de photons. Je viens d'avoir le plaisir de rencontrer un monsieur appelé Eben Alexander. Et je mentionne ces noms parce que si cela vous intéresse, vous pourrez les chercher sur Google à l'époque où l'on vit et cela vous permettra de les trouver rapidement. Bref, donc Eben Alexander était neurochirurgien et scientifique de grande renommée. Et
Il s'était construit toute une carrière dans sa compréhension de la neurobiologie et son activité de neurochirurgien, et la perspective qu'il défendait, comme il le raconte, était très clairement que la conscience était un épiphénomène du cerveau. Et il était vraiment engagé envers cette vision. Et ensuite, il est tombé malade, il a attrapé la méningite. Et c'était un cas très très grave de méningite. C'est comme si ça avait réduit son cerveau à un fonctionnement totalement nul. C'était impossible que son cerveau puisse produire de la conscience, étant donné qu'il arrivait à peine à le maintenir en vie. Et quand il était dans le coma, il a vécu ces expériences incroyables de monde intérieur. En fait, ces expériences étaient des expériences bien plus impressionnantes que celles que moi j'avais vécues. Il est entré dans différents mondes, dans différents niveaux qui étaient éclairés depuis l'intérieur, et il a découvert qu'en voyageant dans ces mondes, au départ, c'était assez dense, puis les endroits étaient plus légers et lumineux. Et il y avait de la musique ou une sorte de son qui parcourait ces mondes. Je ne suis pas sûre qu'il s'agissait de jazz, comme on en a entendu avant, mais c'était un son. Et il a réalisé que s'il prêtait attention à ce son, il pouvait l'utiliser comme véhicule pour aller visiter ces différents niveaux. Et dans son expérience, cela l'a amené finalement jusqu'à un espace central de conscience qui diffusait cet amour extrêmement puissant. Et donc, à un certain moment, il est revenu. Et cela est assez courant d'après ce que je comprends des expériences de mort imminente. Cette conscience, quelle qu'elle soit, revient avec la personne et va guérir le corps physique. Et donc, quand il est revenu, il a ramené cette conscience-là dans son corps physique. Et il a commencé à guérir. Et il est donc revenu avec autant d'intellect et de compréhension puissante qu'avant. Il a tout retrouvé, il a récupéré sa mémoire, sa capacité de réflexion en réentrant dans son corps. Et donc c'était assez spectaculaire comme ça s'est passé. Et après cela, il n'est pas retourné à la neurochirurgie. Il a commencé à enseigner à ce sujet et à faire des recherches au sujet d'autres expériences de mort imminente, et afin de créer des façons d'aider les gens à accéder à cette autre dimension d'eux-mêmes. Et donc, c'était une sacrée expérience de pouvoir l'entendre parler de ce qu'il avait vécu et de pouvoir m'identifier à cela aussi. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui arrive au corps physique quand il est exposé à ces autres dimensions d'énergie. Mon expérience était que cette énergie était une énergie qui m'imprégnait et qui me tenait aussi, et qui avait un territoire, une structure, une conscience. Et en utilisant ma focalisation, je pouvais accéder à différents endroits au sein de ces dimensions particulière. Donc, laissez-moi vous dire comment s'appelle cet homme. Ah oui, Jim. J'ai lu un article de Jim Bichler. Il se désigne lui-même par le terme de neurocosmologue. Il travaille à l'université de West Virginia, de Virginie occidentale. Et lui, il a étudié ces choses-là. Et son modèle est le suivant. Il y a un espace, vous savez, pour faire des recherches là-dessus, de la science matérielle à ce sujet, on doit partir du principe qu'il y a un espace intermédiaire où la conscience dont j'ai parlé et la conscience du corps physique se chevauchent, se rencontrent. Et pour lui, cet endroit, c'est le réseau neuronal.
Et donc, dans ses recherches, il a constaté que quand quelqu'un revient d'une expérience de mort imminente, cela a pour effet de reconfigurer son réseau neuronal. Ou quand quelqu'un vit en méditation une expérience de samadhi, cette personne, quand elle revient, son réseau neuronal est reconfiguré. Donc lui, il voit cela même comme un processus d'évolution qui accompagne ce genre de phénomène. L'un de mes physiciens préférés est David Bohm. Et il est aussi philosophe dans un sens. J'ai rencontré ses écrits pratiquement dès le départ. Probablement qu'il a l'une des meilleures compréhensions du rapport entre les dimensions intérieures et les dimensions extérieures. Il appelle cela l'ordre implicite et l'ordre explicite. Le monde ici est explicite, mais l'ordre implicite, c'est celui qui tient cet ordre-ci ensemble. Et la matière ou les choses qui sont la matière physique se déploient à partir de cet arrière-plan d'énergie. Et donc, selon lui, en ce qui concerne la causalité, pour lui, aucune cause n'est locale. Donc tout ce qui se passe physiquement, même notre présence ici dans cette pièce, nous sommes tous une présence physique qui s'est déployée à partir de notre conscience. Donc cela nous ramène tout à fait à la vision qui dit que le cerveau est un épiphénomène de la conscience et non l'inverse. Et de son point de vue, c'est l'individu, par sa fonction d'agent, qui traduit cette conscience. Donc, dans un sens, on peut dire que c'est notre conscience. Alors, si nous revenons à l'expérience de Copenhague, l'expérience de la double fente, où la lumière est soit onde, soit particule, selon la perspective. C'est cela qui a déclenché toute la question de l'effet de l'observateur. Eh bien, depuis cette expérience-là, nous nous sommes posé des questions sur toutes les façons dont l'observateur avait un impact. Vous savez, sur le plan subatomique, en physique quantique, c'est assez facile de constater que l'observateur a un impact. Mais ensuite, dans le monde, je veux dire, ça veut dire quoi? J'observe quelque chose, donc je peux faire apparaître genre un camion. Eh bien, ça, ce n'est pas la bonne question, parce que dans la complexité de notre conscience et la complexité de nos relations de groupe, l'effet de l'observateur est un petit peu plus complexe. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'une manifestation prolongée peut changer un gouvernement? Parce qu'à un certain moment, on atteint une masse critique. Et c'est comme ça que l'observation crée un changement de conscience. Ce serait mon explication à cela. Donc, l'implication du travail de Bichler et d'Alexander et de ces autres personnes, c'est que quand nous vivons un éveil ou une activation de cette dimension plus profonde de nous, cela change notre réseau neuronal, cela change la façon dont nous sommes présents physiquement et notre perspective sur les choses. Donc cela aura un impact différent sur ce que nous allons faire dans nos recherches et comment nous allons les faire. Alors, cela étant dit, comme préambule, j'aimerais maintenant vous parler de mon exemple prototype préféré de scientifique spirituel. Juste en regardant sa vie et les choses qu'il a faites, on pourra peut-être mieux comprendre comment est cette structure intérieure. Donc l'individu dont je vais vous parler s'appelle George Washington Carver.
Il n'est plus très connu actuellement, mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il était assez connu. C'était un homme noir dans le sud des États-Unis, en Alabama, et il est né avant la fin de l'esclavage. Et ses parents sont morts, et il avait une conscience très inhabituelle. Très tôt dans sa vie, il est allé chercher toutes les possibilités d'instruction qu'il pouvait trouver. Et quand il était encore jeune, un jour où il méditait dans une grange, il a vécu une expérience où il a eu l'impression, et je le cite, il a dit que Dieu était venu le surplomber, sa présence était venue et était restée avec lui. Donc cela l'a introduit à cette partie-là de sa conscience, la partie spirituelle, la partie de la 4e ou 5e dimension, qui s'est ancrée dans sa nature physique à ce moment-là. Et donc ça, c'est déjà suffisamment passionnant, mais ce qu'il en a fait est tout à fait impressionnant. En étudiant plus attentivement la dynamique de sa vie et sa psychologie, nous pouvons obtenir des indications nous montrant comment nous pouvons nous modifier nous-mêmes afin d'approfondir notre sensibilité à qui nous sommes par rapport à l'univers dans lequel nous vivons, par rapport au flux naturel des choses, et comment nous pouvons nous connecter aux secrets que nous tentons de découvrir dans nos recherches. Donc, vous savez, en faisant la lessive, grâce à beaucoup de petits jobs de laveur de linge, il a pu trouver un moyen de financer ses études au niveau universitaire, puis de doctorat. Et ensuite, il a obtenu un poste au Tuskegee Institute, qui était la première université noire aux États-Unis, en Alabama. Et ils lui ont confié la mission de mettre en place le département de recherche en agronomie. Et c'était une personne très orientée pratique et concret, et il allait apprendre aux gens à mieux cultiver afin d'avoir de meilleures récoltes, de meilleurs rendements. Mais aussi, depuis un très jeune âge, il avait commencé à découvrir sa capacité à être tellement harmonisé à la nature et à l'amour qu'il appelait Dieu, qui imprégnait toutes choses, qu'il était capable d'être sensible à « Ah, d'accord, cette plante-ci, elle fait ce remède-là. » Et il a commencé à comprendre cela très jeune. Et ensuite, il a amélioré ses compétences techniques et scientifiques dans ses études universitaires, et il a mis ces deux compétences ensemble de façon inhabituelle. Fondamentalement, ce qu'il faisait, c'était... Je vais vous donner un exemple. L'agriculture fonctionnait tellement bien que la production de cacahuètes était excessive et les agriculteurs faisaient faillite parce qu'ils ne pouvaient pas les vendre. Donc, étant donné qu'il était scientifique, il est allé étudier tous les aspects et il s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire autre chose des cacahuètes à part les manger? Je ne vais pas lire mes notes pour vous mentionner tous les détails, mais donc il est allé dehors avec son rapport privilégié avec la nature et son lien à cette conscience supérieure. Et voilà comment il le décrit. Il dit qu'il a parlé à la cacahuète. Et ce qui lui a été révélé dans son contact avec elle, à propos, je vous recommande vivement de parler à l'objet de vos recherches. Et donc, à travers cette conscience, ce qui lui a été révélé, c'était la finalité pour laquelle avait été créée la cacahuète. Donc, tout dans la nature a une raison d'être. Tout vient avec une mission à accomplir, une raison d'être à son existence. Et grâce à cela, il a pu créer toutes sortes de choses à partir de la cacahuète, synthétiser des choses. Vous savez, du plastique, du tissu, beaucoup de choses différentes dans le processus. Et donc, il prenait ce que la cacahuète lui disait au sujet de sa finalité, il prenait ces
informations secrètes et il les ramenait dans son laboratoire et ensuite il travaillait dessus. Il faisait des expériences chimiques, il était biochimiste et il trouvait comment fabriquer des produits à partir de la cacahuète. Et vraiment, à l'époque, on lui a attribué le mérite d'avoir sauvé l'économie du Sud parce qu'il a aussi utilisé cela par rapport à d'autres plantes et a aussi synthétisé des choses à partir d'elles. Donc, la façon dont il le décrivait, il avait toujours une fleur avec lui. Et il disait que c'était sa façon à lui de se brancher, de se connecter. C'était une façon de concentrer son attention pour pouvoir accéder à ce champ de sagesse, ce champ de savoir qui lui donnait des intuitions et des idées au sujet de la raison d'être intérieure de ce qui allait devenir matière. Autrement dit, ce que Bohm désignait par le terme d'ordre implicite et lui expliquer comment cette onde allait s'effondrer pour devenir forme physique par l'observation. Donc, c'est une version très puissante de l'effet de l'observateur, dans un sens. Et une chose qu'a aussi mentionné Bohm, c'était que ce qu'il a compris, lui, c'était que peut-être que nous observons les photons, par exemple dans l'expérience de la double fente, et nous voyons s'il devient onde ou particule, mais sa position à lui, c'était d'envisager que peut-être le photon aussi nous regardait en train de le regarder, et que lui aussi prenait des décisions, qu'il s'agissait donc d'une conversation. Et donc, quand nous regardons l'exemple de Carver, nous voyons la démonstration qu'il s'agissait en effet d'une conversation, son observation et la conscience du tout, ou la conscience de la nature qui le regardait, qui lui renvoyait son regard. À travers son intention et sa focalisation de son attention, il pouvait avoir une conversation. Alors, je ne sais pas s'il l'entendait par des mots ou par des impressions. Je sais que dans mon expérience, c'est plus comme une sorte de conversation visuelle qui se fait à un niveau différent où deux consciences, c'est comme si nous entrons dans le champ du tout et il y a une sorte de pensée synchrone ou simultanée à l'œuvre où nous ne remarquons pas forcément que nous avons une conversation avec une conscience supérieure, à part qu'une fois la conversation finie, on se sent très très bien. Donc, je vais maintenant vous présenter 3 ou 4 clés au sujet de la capacité qu'avait Carver de... Je pensais que je n'aurais pas assez de contenu pour le temps qui m'est imparti, mais je vois que ce n'est pas le cas. Donc, il y avait 4 clés ou compétences dans son travail. La première clé, c'est l'amour. De son point de vue à lui, l'univers... Et si je reviens au travail sur la matière noire que j'ai mentionné au départ, Bichler pense que cette énergie noire reflète un amour qui imprègne tout. Et dans mon expérience, l'amour est la fréquence de base, l'amour inconditionnel, qui est différent de l'amour conditionnel. Donc c'est assez intéressant, dans ce monde de lumière réfléchie, on a l'amour conditionnel, et qui est contenu au sein d'un champ d'amour inconditionnel. Et quand on regarde ce qui se passe, on constate que cet amour doit forcément être inconditionnel, sinon ça ne tiendrait pas ensemble parce qu'il y a tout plein de conflits. Donc cet amour doit être inconditionnel. Si l'amour essence lui-même était conditionnel, ce qui se passe serait bien différent. Donc son amour, l'amour dont parlait Carver, était une pureté. Et il était tellement imprégné de cette conscience universelle qu'il appelait Dieu dans son être. Et la façon dont il comprenait l'amour, c'était que quand on aime suffisamment quelque chose, cette chose nous donnera ses secrets. C'est-à-dire, aimez-la suffisamment et elle vous
racontera ses secrets. Et pas seulement juste une plante, mais les personnes aussi. Il a donné l'exemple d'un ou d'une criminelle. Si on l'aime suffisamment, il nous disait que cette personne nous révélerait ses secrets. Et bien sûr, dans la profession de thérapeute, cela est démontré constamment, car nous enseignons à nos praticiens d'être présents dans l'amour inconditionnel, d'être tellement présents qu'ils n'ont plus de projection sur la personne, et ensuite de voir ce qu'ils remarquent, parce que c'est à ce moment-là que les choses sont révélées. C'est comme quand vous parlez à un ami qui est aimant, inconditionnel et soutenant, vous lui direz des choses que vous ne direz pas aux autres personnes qui sont conditionnelles. Et dans un sens, là, vous franchissez la ligne entre la conscience de la troisième dimension et celle de la quatrième dimension, quand vous parlez à votre ami dans l'amour inconditionnel. Je vais vous en donner un exemple. J'étais à l'université avec un ami avec qui je faisais mon doctorat, et nous nous racontions ce que nous appelions nos histoires de guerre, c'est-à-dire des expériences qui avaient construit notre personnalité, et en général, c'était des expériences où nous avions été quittés par notre petit ami. Et c'est de cela que nous parlions ce soir-là. Donc, j'étais en train de parler de cette femme à qui j'avais été fiancée plusieurs années auparavant et qui m'avait quitté. Et ça m'avait fait très très mal, vraiment profondément. C'est comme ça qu'est l'amour conditionnel. Et donc, il y a ce que j'appelle un champ personnel autour de nous, où se trouvent toutes nos croyances et différentes choses. Si vous vous êtes déjà demandé où vont ces choses dans l'inconscient, eh bien, en fait, vous regardez la vie à travers elle et elle vous informe au sujet de la nature de la vie. Donc, cela se met entre vous et la réalité de l'autre côté. Et quand on parle de l'effet de l'observateur, il y a en effet vraiment beaucoup de travail à faire afin de pouvoir obtenir un effet clair. Bref, donc je racontais cette expérience à mon ami, et à l'époque, nous étions dans une école où nous étudions de la thérapie énergétique qui nous permettait de prendre plus conscience de ce qui se passait. J'imagine qu'on pourrait dire qu'on programmait notre réseau neuronal pour pouvoir à développer une sensibilité différente à la vie. Et je me souviens très clairement que mon attention est allée vers l'intérieur, et si vous regardez les mouvements des yeux des gens ou ce qu'ils regardent quand ils sont en train de penser à quelque chose, vous pouvez voir où se trouve le souvenir, à quel endroit ils accèdent, où ils ont stocké quelque chose. Bref, donc moi, je suis allée là, et quand j'ai touché ce souvenir avec mon attention, ce traumatisme, il y a eu une explosion à l'intérieur de mon corps, et cet état d'extase a jailli en moi et m'a amené dans un état modifié de conscience. Et maintenant, quand je repense à cette femme, c'est l'amour qui jaillit plutôt que la douleur. Donc ça a eu un fort impact. Donc c'est de cet amour-là qu'on parle avec Carver. Et l'autre, dans le bouddhisme, on appelle cela les moyens habiles. Pour les bouddhistes, quand quelque chose marche bien, c'est un moyen habile. Quand ça tourne mal, c'est un moyen mal habile. Et donc, l'autre clé de Carver, c'était l'attente. Ce qu'il voulait dire par cela, c'était l'émerveillement et la révérence. Il avait toujours cette attente quand il regardait quelque chose ou remarquait quelque chose, que l'esprit se manifesterait à lui à travers cette chose, qu'il verrait la lumière, le rayonnement de la personne ou de la chose. Donc, dans un sens, il regardait les gens et les choses dans le monde physique de la même façon dont moi je regardais les choses dans cette autre dimension dans laquelle j'étais, où la lumière sortait des choses, avec émerveillement. Donc lui, il regardait tout dans le monde physique de cette façon-là. Et les deux dimensions se chevauchaient. Et il voyait les deux. Voilà ce qu'il appelait l'attente. Et l'autre pilier qui peut être dur pour nous parfois, c'est l'humilité, parce que nous avons tendance à aller dans notre peur, nos défenses, notre haute opinion de nous-mêmes, notre sentiment que tout nous est dû, et nous nous coupons de notre conscience. Donc, par humilité, ce qu'il entendait, c'était quelque chose de détendu. Quand il allait
faire ces expériences, que ce soit sur le terrain où il méditait quotidiennement, ou que ce soit dans son laboratoire où il travaillait avec de la chimie, il y avait cette humilité qui était comme une révérence. Et il était présent à quelque chose de divin, même dans son travail chimique, ou présent à quelque chose de divin quand il parlait aux fleurs. D'un côté comme de l'autre, il avait cette espèce d'humilité où il se plaçait à égalité avec toute chose, c'est-à-dire à égalité avec ce qui est le plus humble dans l'humanité. C'est quelqu'un qui vivait une vie très humble, mais il était aussi à égalité avec l'esprit ou l'amour qui était en toute chose. Donc, je pense que je vais encore aborder cet aspect-là et ensuite on fera le point parce que il y a déjà pas mal de contenu ici. George Washington Carver considérait que par rapport à la création, il considérait qu'il y avait 4 règnes que Dieu nous avait donnés. Dieu nous avait donné 4 règnes, que ce soit Dieu, la nature. Ce n'est pas ça qui est important ici. Ce qui est important, c'est que cela nous est donné par cette intelligence, par cette loi dont parlait Einstein dans la citation du début. Tout cela vient de là. Donc ces 4 règnes sont le règne animal, minéral et végétal. De ces domaines-là, nous sommes conscients de ces règnes. Mais pour lui, le 4e règne, et cela m'a totalement stupéfait quand j'ai lu cela, pour lui, le 4e règne, c'est le règne synthétique. Et c'est pour cela que nous arrivons aujourd'hui ici dans ce que tente de faire la science, sur cette frontière avec le synthétique. Et vous savez, comme l'a dit Dr. Ward au début, on peut placer cette conscience à l'intérieur d'une cellule et c'est comme une prothèse. Et ça, c'est un processus de synthèse, un processus synthétique. Ou bien quand on change, on transforme du carbone élémentaire en aliment, ce genre-là de choses sont des processus de synthétisation. Donc synthétiser, ce n'est pas inventer quelque chose qui est séparé de la nature. La synthèse, telle qu'en parle Carver, à partir de son endroit d'éveil, c'était synthétiser quelque chose à partir de la nature, quelque chose que la nature n'avait pas encore créé. Donc, de façon très réelle, chacun et chacune de nous sommes des agents de la création ou de la nature. Et ce rôle d'agent, en partie, consiste à découvrir l'essence de la création et à partir de cela, fabriquer de nouvelles choses. C'est un processus naturel. Les organismes, depuis des milliards d'années, sont confrontés à des défis, des obstacles, des extinctions, des événements et commencent à chercher d'autres façons de faire les choses et synthétiser l'étape suivante. Ce qui rend la chose différente dans notre conscience de maintenant, ce sont les choses qui arrivent dans notre monde pour changer nos réseaux neuronaux, certaines à travers la nature, d'autres à travers nous-mêmes. Et ça, c'est notre affaire à nous. Donc, de mon point de vue, les leaders spirituels de la nouvelle ère sont les scientifiques éveillés qui ont réussi à découvrir cette relation plus profonde qu'ils ont au tout en faisant leur travail expérimental scientifique spécifique. Donc juste pour conclure ici, je vais vous donner quelques éléments concrets que vous pouvez utiliser plutôt que de faire le saut complet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la méningite pour atteindre l'éveil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez méditer et il y a des façons simples d'aborder cela. Prenez un peu de temps au milieu de votre travail pour vous souvenir de qui vous êtes et vous aimer vous-même. Aimez votre expérience. Parlez
parlez à votre expérience avec cette attente dont parlait Carver, avec l'attente que l'expérience va vous répondre d'une façon ou d'une autre. Peut-être que la réponse ne viendra pas de la façon à laquelle vous vous attendez, peut-être par un rêve, peut-être dans une discussion, quelqu'un provoquera une réaction chez vous par un commentaire, mais quand vous parlez à votre recherche, attendez-vous à recevoir une réponse. Elle viendra à vous d'une façon ou d'une autre. Et les choses bougeront un peu plus facilement et un peu plus rapidement pour vous. Et une autre chose, c'est d'avoir de la considération pour vos collègues. Je sais que quand je me retrouve avec Dr. Ward, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe entre nos consciences. C'est comme si nous devenions une conscience et moi j'en ai un aspect et lui a l'autre aspect et mon QI augmente. Et j'ai beaucoup aimé lui parler pour préparer cette conférence car cela a fait grimper mon QI de quelques échelons et m'a permis d'élargir ma perspective. Donc, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire de ce genre-là. Et une chose aussi dont a parlé Bichler, c'est qu'il y a une cohérence quand le cerveau entre en cohérence, c'est-à-dire il entre dans une unité. Et lui, il a même parlé d'un réseau neuronal qui se crée, qui amène le cerveau et l'esprit dans l'unité. Donc, Bichler disait qu'il y avait la bonne science et la mauvaise science. Pour lui, la bonne science, la vraiment bonne science, elle est éthique, elle est fidèle à la nature et elle est dépourvue de ces narrations qui nous maintiennent prisonniers de nos propres silos et nous empêchent de penser de façon non conventionnelle. Donc elle est libérée de tout cela. Et Bichler dit qu'on peut reconnaître la science de bonne qualité car un de ses attributs, c'est de faire entrer le cerveau par résonance dans cette unité, dans cette cohérence. Donc, quand vous faites votre travail et que vous choisissez une certaine voie et que cela commence à vous faire vous sentir vraiment bien à l'intérieur, vous savez que c'est la bonne voie. Eh bien, avez-vous des questions? Merci Robert pour cette discussion éclairante partant de la perspective que tu as depuis ton silo. J'espère que cela a suscité votre intérêt et éveillé des questions en vous. Qui aimerait commencer? Aujourd'hui, j'ai lu un article où il était écrit que le fonctionnement du cerveau entre les hommes et les femmes était très différent. Il disait que les hommes utilisent, je crois, 7 fois plus la matière grise que les femmes et les femmes utilisent 10 fois plus la matière blanche. Est-ce que vous savez s'il y a des différences entre les deux sexes en ce qui concerne les expériences de mort imminente? Non, je ne sais pas, mais je peux inventer. Je suis très fort pour ça. Et c'est assez fondamental, c'est une question incroyable. Je sais que dans mon expérience, quand je continue à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe dans mon réseau neuronal qui fait que mon expérience intérieure du masculin et du féminin commence à disparaître. Et quand le réseau neuronal change, cela a un effet sur notre génétique, sur notre biologie, et donc il y a une évolution en cours là-dedans. Et donc, quand nous remarquons cela, ah tiens, il y a une expression différente qui est liée au genre, eh bien, beaucoup de personnes font l'expérience d'une sorte de fusion des genres à notre époque. Donc, il y a quelque chose en cours dans notre évolution qui est en train de modifier tout cela. Et en ce qui concerne les expériences de mort imminente que j'ai étudiées, toutes les personnes sont tellement enthousiastes d'avoir vécu cette expérience dans une autre dimension, de la ramener et de la voir changer leur vie, qu'ils n'ont pas étudié vraiment la question du genre. Ils sont juste hyper enthousiasmés par l'autre partie. Et je n'ai jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente qui ait modifié le genre d'une personne. Mais par contre, j'ai entendu beaucoup parler d'expériences de mort imminente qui font que la personne change son attitude par rapport au genre et où elle crée une relation où les deux genres commencent à parler ensemble de façon plus créative. Donc cela diminue le côté domination, avoir des droits parce qu'on est d'un certain genre, toute cette politique. Donc une chose qui disparaît, c'est la politique du genre avec une expérience de mort imminente. Donc cela, je le trouve assez fascinant.
Oui. Est-ce que les expériences de mort imminente sont liées à... Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Est-ce que les expériences de mort imminente sont liées au diméthyltryptamine endogène dans notre cerveau? Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Peut-être que vous me parlez de quelque chose que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il parle de substances chimiques. Est-ce que la molécule appelée diméthyltryptamine influence les expériences de mort imminente? Je ne sais pas, je ne connais pas cette molécule, mais je sais qu'une expérience de mort imminente change le réseau neuronal. Donc cela signifie qu'elle change la chimie. Alors cette substance chimique, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Quel est son effet? Alors je n'en sais pas beaucoup non plus. Ah, donc nous sommes deux imbéciles en train d'essayer de parler d'un sujet ensemble. À nous de trouver la réponse ensemble. Merci. Vous voulez continuer avec une autre question? Là, on a exploré l'humilité. On vient d'explorer l'humilité. Merci. Question suivante, par là. Dans la société où les scientifiques spirituels sont probablement en minorité, comment est-ce que vous gérez le rejet de vos croyances par la communauté scientifique? Qu'a-t-elle dit exactement? Le rejet des gens qui croient qu'il n'y a pas de lien entre la spiritualité et la science. En fait, je ne le remarque pas, le rejet. Mais c'est une question fascinante parce que nous sommes, dans un certain sens, contrôlés par la façon dont nous voient les gens, par leurs critiques. Et donc, selon le silo dans lequel vous travaillez, il se peut que vous vous retrouviez à travailler dans un silo où vous êtes la personne qui croit que le cerveau est un épiphénomène de la conscience, alors que tous les autres qui sont dans ce silo croient que c'est l'inverse, que c'est la conscience qui vient du cerveau. Et donc, toutes ces personnes autour de vous sont très ambitieuses et très enthousiastes au sujet de leur puissance mentale et de leur intellect. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est une situation mortelle, si vous étiez cette personne-là. Et moi, ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Et en fait, j'aime énormément l'attitude qu'il y a dans cette salle. Elle est vraiment bonne, en réalité, comparativement parlant. Donc, la plupart des scientifiques ici, vous êtes du genre scientifique curieux. C'est-à-dire que vous me voyez au minimum comme une espèce de phénomène étrange qui suscite votre curiosité. Donc, il n'y a pas de méchanceté. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe quand une sorte de transition entre... Vous savez, quand nous vivons dans notre ego, nous nous basons sur la peur. Nous tentons de protéger l'ego et c'est comme cela que nous nous définissons, ainsi que par ce qui nous est reflété. Et quand nous nous approfondissons, à l'intérieur, nous commençons à accéder à notre âme. Et notre âme, elle fonctionne très différemment. Elle est dans ce champ d'amour inconditionnel. Elle nous donne une autre façon de percevoir comment nous nous voyons et nous nous expérimentons nous-mêmes. Donc, c'est un processus d'évolution psychologique qui nous fait passer à une base où nous organisons notre réalité en fonction de l'amour, d'une base d'amour. Et plus on migre dans cette base-là, plus on est résilient et on devient comme un... Par rapport aux attaques virulentes, on devient comme un seau d'eau. Essayez ça, prenez un seau d'eau et donnez-lui un énorme coup de poing, et aussi fort que vous voulez. Et quand vous enlevez votre main, l'eau redevient exactement comme elle était. Vous voyez? Donc, c'est une fréquence différente. Et la seule façon dont cela peut vous influencer, c'est si vous le décidez, si vous le prenez contre vous. D'accord? Donc, cela nous ramène à l'un des aspects de Carver au sujet de l'attente, où on regarde toujours les gens
par rapport à l'amour qui constitue leur essence. Donc une autre façon d'aborder ce genre d'énergie, c'est d'être présent de façon aimante. Car il y a quelque chose dans cette présence à ce qui est sans projection qui nous donne des prises de conscience inhabituelles. Et en étant comme cela, on rencontre ces personnes simplement avec cette attente-là. Et alors que quand vous prenez les choses contre vous, vous entrez dans la polarité et la lutte, et en général, vous perdez. Mais si vous commencez à vous intéresser à pourquoi la personne fait ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a à dire et quelle est sa contribution, son point de vue, même si elle l'a partagé de façon hostile, eh bien, cela change les choses. Il y a une unité qui commence à se mettre en place et au bout du compte, à travers ce genre de dialogue-là, vous pourrez aller à la rencontre de la personne. Voilà donc quelques aspects de cette question par rapport pour le cas où vous rencontriez cette situation. D'autres questions au fond de la salle? Bonjour. Alors, je voulais juste vous poser une question en partant de la perspective d'un musicien et artiste. Et donc, en tant que musicien, j'ai vécu l'expérience d'états de conscience élevés qui venaient du fait de jouer de la musique et de vivre des performances très interactives, des sessions de musique très interactives avec des musiciens avec qui j'aime énormément jouer. Donc, ma question, c'était est-ce que vous travaillez avec des gens qui sont dans la créativité, avec des artistes? Est-ce que vous voyez cela comme un autre aspect de la science? Et est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de calculer cette expérience qu'on peut vivre avec la musique ou l'art? Est-ce qu'on peut faire des recherches? Vous pouvez juste répéter la question? Oui, excusez-moi, je vais simplifier. Je voulais juste vous demander si vous travaillez beaucoup avec de gens créatifs ou d'artistes. Et est-ce que leur expérience vous a informé d'une façon ou d'une autre? Ah oui. Il y a... Oui, beaucoup. C'est juste extraordinaire ce qui se passe. Vous savez, la musique qui a précédé la conférence ici était très relaxante et les gens ont commencé à se détendre et ensuite à se laisser porter par la musique. Et elle a commencé à les influencer à l'intérieur, à créer de l'intégration, de l'équilibre et ils ont pu lâcher leur journée. Et ça, c'est une guérison très puissante. Et de là, nous pouvons aller vers des genres de musique qui résonnent avec des niveaux plus profonds de la conscience. Et donc ça, c'est du côté de la lumière réfléchie, et du côté de la lumière rayonnante, il y a aussi la musique qui rayonne. Donc en fait, et un jour cela sera découvert, en fait, c'est la musique qui crée l'univers à partir d'un sens intérieur. Et c'est ce que les mystiques appellent le courant du son, où il y a une méditation qu'on appelle le Shabda Yoga, dans laquelle on parle du courant du son. Et je vous ai raconté un peu l'expérience d'Eben Alexander, où il a entendu une musique, ce qu'il a décrit comme une musique, et en se connectant à cette musique, il a pu aller voyager à travers les niveaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intérieur et rayonnant, alors qu'ici, il y a la musique réfléchie. Et ces deux musiques résonnent, donc ces moments d'extase vous arrivent quand les deux musiques entrent en résonance quand vous faites de la musique. En fait, vous me rappelez un client que j'ai vu il y a 2 mois qui est trompettiste. Et il était en train de traverser beaucoup de situations très émotionnelles. Et je lui ai demandé dans sa musique, quand il jouait de la trompette, s'il avait une note Dieu. Et vous pouvez en parler aux trompettistes, ils ont une note Dieu. Peut-être que d'autres musiciens l'ont aussi. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, eh bien, quand vous méditez, il vous faut imaginer que vous entendez dans votre tête cette note Dieu et vous vous laissez porter par elle. Vous voyez, donc nous pouvons explorer toutes sortes de domaines comme celui-là. Et je peux tout à fait m'identifier avec votre expérience. Car oui, c'est des choses vraiment, vraiment positives. Et il y a aussi quelque chose
On peut aussi travailler avec les sons. C'est une sorte de musique où quand un côté est légèrement décalé par rapport à l'autre, cela a notamment l'effet de faire entrer le cerveau en résonance. Et parfois la musique classique a aussi cet effet quand on l'écoute à travers les deux oreilles. Et cela crée cette cohérence cérébrale dont je parlais avant. Et aussi la cohérence avec le cœur. Et cela, quand on est dans cet état-là, il est très facile d'accéder à la 4e et à la 5e dimension des choses. Merci. Voilà, donc c'est tout ce que je sais à ce sujet. Désolé. Pour l'anecdote, j'envoie parfois des emails bizarres à mon groupe où j'affirme que le fait de dessiner des molécules peut être hautement méditatif. Donc je suis sûre que composer ou jouer de la musique peut nous faire atteindre des niveaux encore bien plus élevés que juste dessiner des molécules. Ah oui, ça me rappelle la discussion qu'on a eue avant avec Dr. Ward au sujet des chercheurs et de comment savoir s'ils sont dans un cerveau cohérent. Et j'ai dit, eh bien, si il chantonne ou il sifflote pendant qu'il fait des recherches, ça veut dire qu'il y est probablement. Parce que c'est cette expérience intérieure que cela reflète. Alors, ça fait quelques années maintenant que je suis dans la recherche et je dois admettre que je n'ai jamais fait de la méditation pure moi-même. Mais quelque chose que j'ai observé, c'est que quand je suis au bureau et que j'essaye vraiment d'avoir une bonne idée, je n'y arrive jamais. Par contre, quand je vais dormir, je fais une bonne longue sieste ou je vais courir ou nager ou autre chose, à ce moment-là, boum, mon cerveau m'apporte une superbe idée. Et cela m'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc je me demandais, pourquoi se fait-il que nous avons les meilleures idées quand nous essayons de ne pas penser au travail ? Si je vous ai bien compris, vous avez de la peine dans votre travail, puis vous partez, vous allez dormir ou méditer, et ensuite l'idée vient. C'est cela? Oui. Donc, vous voyez, ça c'est un processus naturel. Si nous voulons... C'est un peu comme... Alors, je ne sais pas si vous avez ce genre de choses ici, mais c'est l'image que je vois là. Quand j'étais petit, dans les magasins aux États-Unis, il y avait ces tubes dans lesquels on mettait une sorte de cartouche, certaines banques le font encore, et on envoyait le tout par un tube, puis le caissier renvoyait la chose. Et donc, comment je vois ça, c'est que le côté où vous vous débattez, où vous êtes dans la lutte, permet de faire grandir l'énergie. C'est comme de prendre le chi, l'énergie physique, et la faire grandir autour de la question. Et ça crée tension et frustration. Puis, on lâche, et on va faire autre chose, on va méditer ou on va dormir, et donc la question, elle monte et elle sort. Et donc, quelqu'un écoute. Quelque chose écoute. Et donc, quand vous êtes réceptif dans cet état d'humilité, cet état humble, vous recevez le téléchargement de la réponse. C'est quelque chose de naturel. Alors, juste une courte question pour compléter, puisque notre patron est dans la salle, cela veut-il dire que nous devrions prendre plus de vacances? C'était sûrement très drôle, mais je n'ai pas entendu. Plus de vacances. Ah oui, des petites vacances. Oui, en fait, beaucoup de petites vacances. Vous savez, une fois par heure, prenez des vacances. Alors, vous voyez, puisque nous allons manger après, je considère cette présentation comme un hors-d'œuvre, comme une mise en bouche, qui, je l'espère, va vous ouvrir l'appétit. Tu veux dire pour l'atelier de demain? Non. Enfin oui, ça aussi. Et demain, ce sera le deuxième plat. Ah oui, une autre image que j'ai en tête et que j'aimerais partager, j'ai mentionné au départ les silos, et ça a l'air assez austère, tous ces silos où il y a des gens qui travaillent mais ne se parlent pas. Mais je pense qu'il y a un plan là derrière, un projet, donc ne vous faites pas trop de soucis si vous êtes dans un silo, car dans l'évolution de cela, chaque silo travaille sur une problématique ou thématique spécifique qui doit être résolue. Et à un certain moment, dans le processus de notre collaboration avec l'évolution, tous les silos vont se rassembler et donneront l'image complète. Donc, prenez du plaisir et réjouissez-vous, soyez dans l'attente, l'anticipation, soyez humble. Aimez vos collègues, aimez votre travail, parlez à vos expériences et attendez-vous à recevoir une réponse. Merci beaucoup.